avant de présenter les acteurs, juste un petit mot sur Formétique, qui est une association que nous avons créée en 2014 après le Forum régional de l'économie sociale et solidaire en Occitanie. Nous sommes situés en Occitanie, du côté de Toulouse, et nous avons différentes offres et différents travaux qui portent tous sur la qualité et la responsabilité sociétale dans le secteur de la formation, donc à destination des organismes de formation, des CFA, des formateurs, des formatrices et de toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Donc nous sommes, comment dire, centrés sur vos problématiques à vous, puisque nous nous adressons essentiellement aux acteurs de la formation. Voilà. Notre raison d'être, on va dire, c'est de développer la conscience des limites planétaires et des méthodes qu'il faut, et des outils, des pratiques qu'il faut mettre en place pour pouvoir sauver le monde. Voilà, et nous sauver nous-mêmes. Donc, ok, pour Formétique. Ah oui, c'est moi qui peux avancer, c'est vrai, j'oubliais. Alors, voilà, on débute avec le CR2P, donc on ne sait pas très bien faire. Alors, vous voyez, là, par exemple, je suis allée à l'envers. Voilà. Alors, donc, qui sommes-nous, là, concrètement? Moi, je m'appelle Muriel Mérienne, je n'ai pas mis mon nom, là. Célia non plus, je n'ai pas mis ton nom, c'est cool. Donc, bon, moi, j'arrive au terme de ma vie professionnelle bientôt. Et la dernière fois que j'ai engagé quelque chose, c'est il y a 10 ans, en créant Formétique. Ouais. Célia, je vais te laisser te présenter si tu veux. Oui, bonjour à toutes et à tous. De mon côté, j'ai fait 20 ans de gestion de projet, notamment en marketing et communication, et j'ai resuivi une formation, un Master 2 en droit et gestion de la RSE. J'ai également été formée à la méthode bilan carbone, et aujourd'hui, je conseille et j'accompagne les organisations dans leur transition écologique. Voilà. Donc, parmi les nombreuses, bon, il y a quelques hommes, mais nombreuses formatrices, facilitatrices, consultantes qui travaillent avec Formétique. Donc, Célia était la plus qualifiée pour parler des bilans carbone. Mais nous avons un certain nombre de collègues on ne va pas les citer, mais mardi dernier, nous avons animé une fresque du climat géante avec 10 animatrices fresqueuses sur la question de l'environnement. C'était extraordinaire. Il y avait 120 participants. C'était génial. Voilà. Pour vous dire que voilà ce que c'est que Formétique. Merci, Célia. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est l'empreinte carbone ou l'empreinte des émissions, le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous savez faire la différence? Moi, j'ai mis du temps à comprendre, donc Célia va peut-être nous dire rapidement quelle différence il y a. Pourquoi est-ce qu'on réalise des bilans de gaz à effet de serre? En fait, on va essayer de vous faire découvrir les enjeux, la nécessité, en fait, de faire un bilan de gaz à effet de serre. Est-ce que vous y êtes obligé ou pas? Et comment on fait pour mesurer son empreinte carbone quand on est un organisme de formation. Donc, on va s'attacher à différencier le bilan carbone dans une entreprise lambda de la sidérurgie ou de la chimie et une entreprise dite de service qui est un organisme de formation. On ne fait pas tout à fait la même chose. Et on va essayer de vous montrer aussi quels sont les postes qui sont les plus impactants au niveau du climat dans les activités que nous faisons. Voilà, pour notre programme. L'objectif, bon, c'est de vous sensibiliser, de vous informer, de vous... Allez, alors on fait les projets européens, ils disent disséminer les Européens. Donc en fait, c'est plutôt de vous motiver pour que vous y alliez. En fait, l'idée, c'est de vous montrer que c'est possible de faire un bilan de gaz à effet de serre ou un bilan carbone dans un organisme de formation, un tout petit ou un très gros. Alors les très gros sont obligés, donc de toute façon, ils vont y aller. Mais les petits, vous vous sentez pas obligés, puis vous n'en voyez pas l'intérêt, en fait. Et donc là, notre objectif, à tous les trois avec Laurent qui va nous accompagner tout à l'heure, c'est de vous montrer qu'il est un petit peu nécessaire à un moment donné de faire un petit diagnostic pour pouvoir améliorer les choses et que tout le monde doit prendre part
à ce travail sur la transition environnementale, y compris les organismes de formation, les formateurs et même les apprenants. Donc, on commence par définir un petit peu ce que c'est que l'empreinte carbone et de parler un tout petit peu des réglementations. Alors, je vais un peu vite parce qu'en fait, on n'a que 45 minutes et nous, ça nous frustre. On n'a pas l'habitude de faire des webinaires en 45 minutes. Donc, on est un petit peu stressé, mais on va déstresser, vous allez voir. Après, on va vous parler des méthodes et du plan de décarbonation. À quoi ça sert de faire un bilan de gaz à effet de serre si derrière, on ne met pas un plan d'action pour réduire notre empreinte. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait particulièrement en formation? Et puis, il y a le témoignage de Laurent Dedieu de My Training Box, aussi implanté en Occitanie, qui devrait rendre les choses plus faciles. Si vous avez encore peur, lui, il va lever vos peurs. Enfin, j'espère, Laurent, tu vas faire ça. Voilà, juste pour vous dire que il y a... Alors, je vais vous couper juste 2 petites secondes avant que vous n'alliez plus loin pour vous dire que j'adorerais rester jusqu'au bout parce que ça me paraît extrêmement intéressant et que je regarderai avec grand plaisir le replay. Mais malheureusement, j'ai une autre réunion, donc je dois vous quitter. Et puis, rappeler aussi qu'en région Hauts-de-France, on a une dynamique qui s'appelle Rêve 3, qui est une dynamique déjà qui a une bonne dizaine d'années de recul autour de ces problématiques environnementales. Je pense que pour plusieurs organismes de formation qui sont avec nous aujourd'hui, vous la connaissez, puisqu'elle se traduit aussi dans les cahiers des charges et dans l'appel à projet qui a été lancé par la région sur le PRF, une obligation de prendre en compte les dynamiques environnementales. Voilà, donc il existe déjà des choses en Hauts-de-France pour vous pousser un peu et pour vous motiver s'il fallait une motivation en plus. Et puis vous trouverez aussi sur le site du C2RP, si Rêve 3 vous n'est pas forcément quelque chose de très connu, vous allez retrouver un dossier sur le site du C2RP. Sophie va vous mettre le lien dans les questions où vous retrouverez toute l'explication et vous retrouverez aussi pas mal de ressources par rapport à ça. Voilà, s'il fallait une motivation en plus. Voilà. En ce qui me concerne, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon webinaire et je regarderai le replay avec beaucoup de plaisir. Merci. Donc là, juste ce que je voulais dire justement au préalable, c'est que donc en 45 minutes, d'autant plus que donc moi j'en ai déjà pris 15, donc ou pas, on aura du mal à couvrir toute la question, donc on se tient à votre disposition via le C2RP. Hein. Il y aura une fac, m'a dit Madame Gauthier tout à l'heure, donc on va lancer une fac pour qu'on puisse répondre à vos questions. Ensuite, il y a 3 webinaires à venir, donc on peut entre les webinaires intervenir. On sera aussi présent le 26 novembre à Arras, donc voilà, ça donne beaucoup de possibilités de poursuivre le dialogue et de vous accompagner, de vous aider, de répondre à vos questions. Donc le replay sera envoyé, le document également, et on essaye de répondre aux questions aujourd'hui, mais ça va être un petit peu short, quoi. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on? Quels sont les enjeux? Quelles sont les réglementations? Eh bien, je crois qu'on va commencer par un petit sondage pour savoir qu'est-ce qui pourrait bien vous pousser à faire un bilan carbone. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information de ce premier sondage? Je crois que tout le monde veut faire sa part. En tout cas, on a un tiers des répondants qui veut faire sa part et participer à la baisse du réchauffement climatique. Et c'est pas mal. On a, oui, c'est bien. J'ai envie de dire presque seulement 18% pour gagner des parts de marché, répondre à un appel d'offres. Et je pense que ce pourcentage typiquement sera peut-être amené à bouger dans les mois et les années à venir. Mais voilà, 6% parce que c'est la loi. Pas beaucoup. Je pense que voilà, la loi demande à certaines organisations, mais c'est vrai qu'il faut être un peu nombreux pour l'instant, mais on va voir que pareil, c'est des choses qui vont évoluer par la suite. Merci Muriel pour cette introduction. Merci Sophie. Du coup, on rentre dans le vif du sujet. L'empreinte carbone, c'est quoi? On en a parlé à plusieurs reprises déjà depuis ce début de webinaire.
L'empreinte carbone, c'est tout simplement la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par l'activité humaine. Je tiens à préciser, parce que c'est pas un détail, l'effet de serre, il y a un effet de serre naturel. S'il n'était pas là, ben, il ferait à peu près moins 18 sur Terre, hein, donc 33 degrés de différence avec la température moyenne sur Terre. Donc l'effet de serre naturel existe. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les effets de serre qui sont générés par l'activité humaine. Donc vous connaissez peut-être le dioxyde de carbone, il y a tout un tas d'autres gaz à effet de serre qui existent. Et donc pour simplifier cette comptabilisation des gaz à effet de serre, un groupe de scientifiques qu'on va appeler le GIEC, que peut-être certains d'entre vous connaissez, hein, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc le GIEC a proposé cette unité commune de manière à pouvoir comptabiliser tous les gaz à effet de serre, parce que tous n'ont pas le même pouvoir de réchauffement et tous ne restent pas aussi longtemps que le dioxyde de carbone, hein, qui peut rester jusqu'à 1000 ans. Le méthane, par exemple, disparaît plus vite, mais par contre, il a un pouvoir de réchauffement beaucoup plus fort. Donc cette tonne, cette unité s'appelle la tonne de CO2 équivalent, hein, elle s'écrit TCO2 EQ, et vous allez le voir potentiellement si vous comptabilisez vos gaz à effet de serre dans vos tableaux. Donc ces gaz à effet de serre provoquent une hausse de la température de la Terre, hein, ça c'est une donnée que suit le GIEC et il y a vraiment consensus scientifique là-dessus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'empreinte carbone est de plus en plus suivie par à différentes échelles, en fait, que ce soit au niveau international, mais aujourd'hui on descend même jusqu'à l'échelle de l'individu. Donc le réchauffement climatique qui est on va dire généré par ces émissions de gaz à effet de serre, hein, comme je le disais, ces gaz à effet de serre font augmenter la température. C'est un peu le principe de la couverture qui se chauffe quand on se met la couette dessous. Plus il fait chaud, plus il fait chaud. Donc ces gaz à effet de serre jouent ce rôle de couverture. Et avant le réchauffement climatique, c'était un peu la banquise polaire qu'il faut sauver. Aujourd'hui, l'impact du réchauffement climatique, c'est au quotidien sur nos territoires. Je vous ai mis à droite la carte réseau climat qui est sortie la semaine dernière, hein, qui région par région détaille les risques du réchauffement climatique. Donc en Hauts-de-France, la vague submersion est un risque. Les inondations, je pense que malheureusement vous avez été touchés récemment. Les îlots de chaleur sur toute la région de l'île. Dans le sud, on sera plus sur de la sécheresse, des feux de forêt. Dans les montagnes, le manque d'enneigement, la fonte des glaciers. Donc ça, ce sont nos ressources en eau douce, hein, qui disparaissent. Donc voilà, le réchauffement climatique aujourd'hui, c'est une réalité, c'est plus quelque chose de lointain. Et c'est pour ça qu'il y a eu consensus au niveau international pour se décider de faire quelque chose et de faire en sorte de baisser nos émissions de gaz à effet de serre collectivement. Donc, quels sont les enjeux pour vous, organisation, pour vous, organismes de formation? C'est de participer à l'effort de guerre, j'ai envie de dire. Hein, c'est de faire votre part et de diminuer les gaz à effet de serre que votre activité peut générer. C'est de répondre aux obligations réglementaires. C'est potentiellement répondre à des appels d'offres. Hein, on le verra, de plus en plus d'organisations publiques, mais aussi d'organisations privées, demande aux répondants et aux fournisseurs de fournir une estimation de l'empreinte carbone de l'activité pour laquelle ils souhaitent souscrire. Ça peut être aussi pour votre image de marque, tout simplement, pour rassurer des investisseurs, pour séduire, j'ai envie de dire, potentiellement des futurs salariés, pour fidéliser aussi. Voilà, donc les parties prenantes peuvent être intéressés d'être embarqués dans une histoire avec une marque engagée. Donc c'est vraiment pas négligeable cet aspect image de marque. Ça peut jouer directement sur votre performance économique. On n'y pense peut-être pas assez vite, mais ça peut être très rentable en fait de calculer ces émissions de gaz à effet de serre. Vous allez voir que si vous baissez votre température de 2 degrés dans vos salles de formation, c'est votre facture énergétique qui va directement s'en faire ressentir et diminuer. Et enfin, donc c'est pas dans l'ordre, hein, mais ça dépend de chacun. Mais si vous faites une demande de subvention pour X ou Y raison, une demande de subvention de fonds publics, de plus en plus, y compris pour la plus petite des subventions, on peut vous demander
d'estimer l'empreinte carbone de l'activité que vous souhaitez mettre en place, et puis de vous demander de mettre un plan d'action pour réduire ces gaz à effet de serre. Voilà. Donc ça, c'est des enjeux qu'on a identifiés. Peut-être que n'hésitez pas à partager dans le chat d'autres enjeux que vous auriez pu envisager ou visualiser de votre côté. Je m'arrête sur le cadre réglementaire pour vous montrer que donc c'est pas que un groupe d'experts scientifiques, hein, même si c'est très important le GIEC, les rapports qu'il publie. Mais suite à ces rapports qu'il publie, il y a donc un traité international qui a été signé en 2015 à Paris, hein, la COP 21. On les appelle les accords de Paris. C'est 193 pays qui se sont mis d'accord pour faire en sorte que se fixer un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. L'objectif étant de maintenir l'augmentation des températures mondiales en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et de préférence de limiter l'augmentation à 1,5 degré. Voilà. 2 degrés maximum, 1,5 degré étant l'objectif. Bon, clairement, on est déjà un petit peu dans les choux. Hein. Donc l'idée, c'est que les gouvernements, les collectivités, les entreprises et que tout le monde doive se mettre en ligne pour pouvoir atteindre ces objectifs de neutralité carbone. Donc, à la suite de ça, en Europe, c'est le Green Deal qui en 2019 a été signé par les États membres. Le Green Deal, c'est tout un tas de grandes mesures sur les grandes catégories d'empreinte carbone. C'est vrai que tout à l'heure, je suis pas rentrée sur les grandes catégories. Là, je reviens dessus. Les grandes catégories d'émissions de gaz à effet de serre, ben, ça va être les transports, ça va être l'énergie, ça va être les achats de biens et services, donc toute la partie industrie. Ça peut être l'alimentation ou l'agriculture en fonction de l'échelle sur laquelle on se situe. Ça peut être voilà, les déchets générés. Donc, sur ce cadre réglementaire, le Green Deal a mis en place des grandes mesures sur ces grandes catégories d'émissions de gaz à effet de serre. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, de l'arrêt des moteurs thermiques en 2035, hein, qui sont aujourd'hui pas mal discutés, les grands secteurs automobiles ferraille pour faire sortir cette loi, mais ça vient du Green Deal, ça vient de cette volonté des États membres d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le bras armé, on va dire, de ce Green Deal, c'est la CSRD, c'est une nouvelle réglementation européenne qui a été retranscrite dans le droit français au 1er janvier 2024. Aujourd'hui, ce sont les plus grosses entreprises qui sont soumises à cette loi, à cette réglementation. D'ici 2030, il y a près de 50 000 entreprises qui vont être soumises à cette réglementation qui dit que chaque organisation doit publier un rapport extra-financier. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, une entreprise avait l'habitude de publier un rapport financier qui était audité par un commissaire aux comptes tous les ans. Demain, ce sont un rapport extra-financier avec tout un tas d'indicateurs extra-financiers, dont le bilan carbone, hein, qui est une comptabilisation des gaz à effet de serre, hein, et pas que de la comptabilisation financière. Donc ça va être audité également par un organisme tiers indépendant. Donc c'est quelque chose qui va vraiment faire bouger les choses, en tout cas on l'espère. Donc ça c'était au niveau européen, on a vu donc la CSRD qui est valable en France depuis 2024. En 2000 la France n'a pas attendu le Green Deal. Dès 2015, elle a lancé la première loi de transition pour la croissance verte pour lancer sa stratégie nationale bas carbone. Dans lequel s'inscrivent toutes les mesures qui ont été ensuite déclinées dans la législation française et dont l'obligation du BGES, du bilan de gaz à effet de serre, dont on va parler juste après. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce cadre réglementaire, c'est surtout à retenir que ça vient pas de n'importe où. Il y a des lois, il y a un cadre qui permet de donner une légitimité, on va dire, à ces bilans de gaz à effet de serre, si on n'est pas soi-même convaincu de toute façon qu'il faut participer à cette baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, les principaux standards et normes, il y en a plusieurs. Hein. Je me suis arrêtée ici aux 3-4 principales. Donc, le BGES, le fameux BGES, bilan des gaz à effet de serre, il est obligatoire déjà pour certaines organisations depuis une petite dizaine d'années. Ce sont les entreprises de plus de 500 salariés. Ce sont les organisations publiques de plus de 250 salariés, les hôpitaux par exemple, les services de l'État et les territoires. Donc, il faut savoir que déjà, il y a un certain nombre d'organisations qui sont soumises à ce BGES. Pour l'instant, c'est des scopes réduits, mais ça risque de bouger. Et puis, ça a bougé déjà l'année
dernière, 1er janvier 2023 même exactement. Et ça oblige à un plan de transition obligatoire. Plan de transition, ça veut dire un plan d'action pour réduire ces gaz à effet de serre. Il y a la méthodologie bilan carbone, qui aujourd'hui est très très reconnue en France, et je reviendrai un peu dans le détail de comment ça se fait. C'est une méthodologie très complète qui fait vraiment la part belle à la mobilisation des parties prenantes jusqu'au plan d'action. Et là, le périmètre est élargi. Les normes ISO 14064 et suivantes, le GHG protocole. Donc lui est basé sur les normes ISO et est vraiment très très reconnu au niveau international. Donc chacun a on va dire ses atouts, ses avantages, ses inconvénients. Ça va dépendre de vos objectifs en fait, la méthodologie que vous allez suivre. Il y en a qui vont avoir l'obligation de sortir un BGS, d'autres on va leur demander un bilan carbone. D'autres prendront la liberté, parce qu'ils ont des investisseurs internationaux, de suivre le GHG protocole par exemple. Donc, comment on fait pour mesurer son empreinte carbone? Déjà, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est de définir son objectif. Pourquoi je le fais? Quelles sont les raisons? Quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition? Est-ce que j'ai déjà quelqu'un qui est formé et qui peut le faire en interne? Est-ce que j'ai des ressources financières? Est-ce que j'ai une subvention? Est-ce que je dois me faire accompagner parce que je ne sais pas du tout par quel bout le prendre? Voilà, ce sont des éléments qu'il faut avoir en tête avant de choisir sa méthodologie en fait. Après, quand j'aurai choisi ma méthodologie, je choisis mon périmètre et l'approche par laquelle je veux passer. Et au niveau de l'outil, je choisis un tableau Excel peut tout simplement suffire. Ça devient un peu de plus en plus complexe, mais ça peut suffire. La méthode bilan carbone à la base est faite sur Excel. Et puis après, il y a de plus en plus d'outils, de logiciels qui sont disponibles sur Internet qui permettent de mesurer son empreinte carbone. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on vous donnera le lien si vous voulez mesurer par exemple votre empreinte carbone individuelle. Il y a nos gestes climat là qui a été publié par l'ADEME de mémoire, qui est un tout petit logiciel, et en 5 minutes vous avez votre empreinte carbone. Donc, il y a des logiciels qui sont peut-être un petit peu plus complexes, qui peuvent également vous guider pour faire l'empreinte carbone de votre organisation. Pardon Célia, on a une petite question dans le chat. C'est une méthode pour calculer le bilan de carbone de la structure, c'est ça? Définir son objectif, c'est-à-dire? Je vous laisse répondre. Alors, définir son objectif. Si on revient aux enjeux de l'organisation, ça va vous donner une idée des objectifs à atteindre en fait. Si l'enjeu c'est de pouvoir répondre à un appel d'offres, l'appel d'offres potentiellement avec Muriel on a eu le cas pour un de nos clients, un organisme de formation. Pour répondre à l'appel d'offres, il fallait que l'organisme de formation estime son empreinte carbone, qu'elle ait déjà une idée de qu'est-ce que ça allait générer. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à l'appel d'offres et dans la mesure où là, l'appel d'offres obligeait, et on verra un peu en détail, de rentrer, c'était pas une estimation carbone un peu à vista des nas, on demandait d'aller vraiment dans le détail. Donc un simple logiciel gratuit sur Internet ne suffisait pas, c'était précisé dans l'appel d'offres. C'est en ça que je dis, ça dépend de l'objectif pour lequel vous faites l'empreinte carbone. Si c'est une toute première fois, j'ai envie de dire, et que vous faites ça pour commencer à prendre conscience, faire cette première étape qui se dit « Ah waouh, mon activité génère des gaz à effet de serre, j'y avais pas pensé et je vais mobiliser peut-être mes salariés, mes formateurs. » Peut-être que vous n'avez pas besoin de passer par une méthodologie bilan carbone qui est extrêmement poussée, qui va engager, qui va demander un certain investissement. Voilà, donc c'est vraiment important de savoir pourquoi vous le faites, parce qu'en fonction de ça, vous allez choisir une méthodologie et vous allez mettre les moyens qu'il faut derrière. Si vous avez une obligation réglementaire ou une obligation des investisseurs, vous aurez une autre façon de penser, une autre méthodologie que vous allez sélectionner. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Ouais, allez, super. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. La méthodologie bilan carbone, donc comme on le disait en amont, j'ai été formée à la méthodologie bilan carbone parce que pour moi c'était la méthode la plus complète et accessible. Elle est régulièrement mise à jour, pour tout vous dire, elle a encore été mise à jour la semaine dernière, ça faisait 2-3 ans qu'elle était sous le dernier format, et là ils ont rajouté une 7e étape sur la partie évaluation. Donc il y a une première étape de cadrage et de gouvernance. Je vais peut-être insister un peu là-dessus parce que ça peut avoir des conséquences si vous voulez vraiment faire un bilan carbone ou un bilan des émissions de gaz à effet de serre le plus
précis possible. Si vous embarquez pas la direction avec vous, ça va être compliqué. C'est vraiment hyper important que la direction soit mobilisée autour de cet objectif de mesurer ces émissions de gaz à effet de serre et ensuite pour pouvoir mettre ensuite les moyens en fait tout simplement pour les réduire. Donc vous allez retrouver cette mobilisation des parties prenantes à plusieurs étapes dans la méthodologie bilan carbone. La deuxième étape, c'est de définir son périmètre. Est-ce que je fais ça sur juste une formation, hein, je mesure mon empreinte carbone sur ma formation ou sur mon organisme de formation qui a organisé potentiellement 15, 20, 50, 100 formations l'année dernière. Quel est le périmètre que je veux faire? Donc la mobilisation à nouveau des parties prenantes. Là, à la quatrième étape, c'est vraiment le cœur de la méthodologie. Évidemment, on va retrouver dans toutes les méthodologies, c'est la collecte de données. Elle peut être très chronophage si on n'a pas bien mobilisé les parties prenantes. Là, vous allez travailler potentiellement avec la direction, avec le service achat, avec le service comptabilité, avec le service des ressources humaines. On va ensuite, une fois qu'on aura comptabilisé toutes les gaz à effet de serre, on va travailler ensemble pour construire et co-construire un plan d'action, fixer des objectifs et pour ensuite restituer à ces différentes parties prenantes et évaluer la qualité de son bilan. Voilà, dans les grandes lignes, les étapes qu'une méthodologie bilan carbone propose. Oui, bien sûr, Muriel. Juste pour revenir sur l'exemple que tu citais tout à l'heure, donc on nous a demandé si on était en mesure d'aider, ce sont des gros OF, sur la mise en place des bilans de gaz à effet de serre. Ces OF-là étaient sous-traitants, fournisseurs pour France Travail et répondaient à un appel d'offres de France Travail. France Travail, une entité publique qui est soumise à la CSRD et qui veut, en l'occurrence, publier son propre bilan de gaz à effet de serre. Et pour cela, il demande à ses sous-traitants, quand il y a un volume important de formation, de faire leur propre bilan de gaz à effet de serre. On est là sur la chaîne de valeur. C'est juste pour introduire cette notion de chaîne de valeur. Vous, je dirais France Travail, lui, il a tout un tas de salariés, ils ont leur propre bilan. Mais en même temps, ils sont au centre d'un système de valeur. Et donc, dans la chaîne de valeur de France Travail, il y a leurs fournisseurs. Et donc, pour pouvoir définir le bilan de gaz à effet de serre qu'ils vont, eux, annoncer à leurs vérificateurs, à la tierce partie, ils ont l'obligation de fournir le bilan de gaz à effet de serre de leurs principaux fournisseurs. Ça a été le cas. Et par contre, dans le périmètre qu'ils ont demandé à ces gros OF, ils ont demandé de fournir le bilan des émissions de gaz à effet de serre sur les formations pour lesquelles ils répondaient aux appels d'offres. Et donc, c'est pas la même chose si vous répondez sur une formation bureautique ou sur une formation qui prépare le CAP cuisine. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je reviens là sur cette question du périmètre. On doit définir dès le départ, et c'était un petit peu ce que tu avais dit sur définir le cadre au départ, on doit définir sur quoi on travaille. Parce que dans certains cas, et dans le cas dont on parle là, il y avait effectivement ce cadre restreint du fournissez-moi le bilan de gaz à effet de serre pour la formation sur laquelle vous répondez à l'appel d'offres, et pas sur toutes vos formations que vous faites dans tout votre OF. Voilà. Merci Muriel pour cette précision. Sophie, vous disiez qu'il y avait peut-être une question dans le chat, ou c'était la question de tout à l'heure? C'était la question précédente. Ah, d'accord. Ouais, merci Muriel de cette précision. Et là, justement, il y a cette slide qui vous permet de rendre autant que faire se peut cette notion de chaîne de valeur dont tu parlais, qui est hyper importante dans ce bilan des gaz à effet de serre, là, que ce soit le BGS d'ailleurs ou le bilan carbone, ou même dans le GHG protocole ou l'ISO, c'est de comprendre en fait que donc on a un premier scope. Scope, c'est une catégorie d'émissions de gaz à effet de serre. Hein. Donc typiquement, ça va être pour un organisme de formation, le scope 1, ça va être toute la flotte de véhicules, par exemple. Hein, des formateurs. Alors,
Si la flotte de véhicules appartient à l'organisme de formation, oui. Voilà. Si la flotte de véhicules, s'il n'y a pas de flotte de véhicules et que les formateurs sont externes, on va être dans le scope 3. Ça va être des émissions de gaz à effet de serre générées de façon indirecte. Donc vous avez le scope 1 qui sont les émissions de gaz à effet de serre générées directement par l'activité. Donc clairement, quand on est sur une société de service ou une formation de service, le scope 1 et 2, 2 étant par exemple la facture d'électricité que vous payez pour chauffer vos salles de formation, le scope 1 et 2 sont vraiment minimes en fait pour les OF. En revanche, si on passe, comme on a pu avoir le cas pour un CFA cuisine, en fait le scope 1 et 2 avec le chauffage des fours va être beaucoup plus important. Et en scope 3, on va avoir potentiellement les déchets alimentaires générés par la recette de cuisine que peuvent faire les apprenants. Voilà. Et donc, il faut avoir en tête le scope 3 qui peut être en amont, qui donc vont être nécessaires pour générer l'activité, et en aval, l'utilisation que va être fait du produit. On comprend très bien quand on parle d'une entreprise de biens, en fait. Si j'achète, je sais pas moi, une voiture, mon scope 3 amont, ça va être toute l'énergie générée, tous les gaz à effet de serre générés pour extraire les matières premières pour produire la voiture, etc. Je suis constructeur de voitures. Mon scope 1 et 2, ça va être toutes les émissions de gaz à effet de serre qui vont être générées par mon usine. Et mon scope 3, ça va être l'utilisation du véhicule par les particuliers. Voilà. Donc voilà, les déplacements des apprenants, les déplacements des formateurs hors flotte de véhicules, l'usage du numérique, les achats de papier, les services tiers utilisés pour l'organisme de formation comme les lieux de restauration, les lieux d'accueil, tout ça c'est du scope 3 pour les organismes de formation. C'est vraiment en général ce qui représente 80 à 90% du bilan de gaz à effet de serre. Et longtemps le BGS n'a pas pris en compte ce scope 3, l'équivalent du scope 3, et de plus en plus aujourd'hui on demande de rentrer ces catégories et le calcul de ces catégories dans le bilan, parce qu'évidemment il faut s'attaquer à ce qui compte vraiment en fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet-là. Une question vient d'arriver. Où est-ce qu'on trouve ce référentiel? Alors, le référentiel, lequel? Parce que le référentiel BGS, vous allez le trouver sur le site du gouvernement, on pourra vous donner le lien, je me note de vous le donner. La norme ISO, il faut l'acheter auprès de, je crois que c'est peut-être l'AFNOR, voilà. Bilan carbone, vous avez les ressources à disposition, je crois que c'est l'ABC, l'association bas carbone, l'association pour la transition bas carbone, qui est une association qui fonctionne avec l'ADEME, qui met la méthodologie à disposition et propose des formations pour avoir ce référentiel-là. D'accord, et une nouvelle question, qui définit les scopes? Alors à la base, je ne sais pas qui a défini, mais maintenant ce sont des normes internationales, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est les normes ISO, ça a été défini à ce niveau-là. Est-ce que la question c'était qui définit le scope de notre bilan gaz à effet de serre ou qui définit ce qui est dans le scope 1, 2 et 3? Donc, encore une fois, est-ce qu'on parle du périmètre ou est-ce qu'on parle de la méthode? Les deux, je pense. La réponse, ça a été 2. Potentiellement, ça va être, si vous êtes collectivité, ça va être le BGS. Et donc là, vous avez 6 catégories qui rentrent. C'est un autre découpage, mais ça, on retrouve les 3 scopes dont je parle là. Donc ça, c'est l'État, j'ai envie de dire, et c'est la norme de l'État, en fait, le BGS. Si c'est parce que votre client vous a demandé votre bilan carbone et qui souhaite ensuite le faire auditer, c'est le client qui décide, en fait. Enfin, voilà. Ça dépend de votre objectif, ça revient toujours au même pourquoi vous le faites, quoi. Je me souviens plus, là, dans l'exemple qu'on a en tête, là. Je peux chercher si le France Travail avait précisé le niveau, le scope. Alors, je me souviens qu'ils avaient, donc là, ça fait toute transition, ils avaient demandé à avoir en tout cas le maximum d'une approche physique. Voilà, c'est parce qu'il existe 2 sortes d'approches pour collecter les données. Après, voilà, l'approche physique
Ah, je sais pas, quelqu'un fait sauter ma slide. Parce que quand on comptabilise ces données-là, on peut soit décider d'aller chercher le coût du billet d'avion qu'on a pris parce que les déplacements professionnels sont comptabilisés. Hein. Et soit je prends le coût du billet d'avion, mais ce qui n'a pas trop de sens parce que le prix du billet d'avion peut vraiment varier, hein, on le sait. Soit on prend le coût de l'achat ou du bien, de service, soit on prend le nombre de kilomètres générés, par exemple, pour les déplacements, ou le nombre de kilowattheures générés par la facture énergétique. Donc, la méthodologie bilan carbone, mais pas que, hein, la norme ISO, le GHG protocole, ils vont essayer de favoriser les approches physiques, donc d'aller récupérer la donnée réelle avant qu'elle soit monétisée. Après, parfois, c'est pas possible. Hein. Il faut pas être plus royaliste que le roi. Quand j'achète un ordinateur, je ne sais pas ce qu'il y a dans mon ordinateur. Donc, en fait, je vais prendre le coût de mon ordinateur et je vais appliquer un facteur d'émission. Tous ces facteurs d'émission peuvent être retrouvés notamment, par exemple, dans plusieurs bases de données, dont la base empreinte qui a été générée par l'ADEME, qui est mise à jour tous les jours. Et voilà, donc le coût de l'ordinateur, à 1 000 € que j'ai payé, on va appliquer un facteur d'émission qui est sur l'équipement informatique type ordinateur. Et ça va, et on revient sur notre tonne CO2 équivalent hein, dont je parlais au départ. Et tout va être transformé en kilos ou tonnes de CO2 équivalent. Mon nombre de kilomètres, mon nombre d'achats, ma facture énergétique, etc. Voilà, je crois qu'il y a une petite question. Oui, dans le chat, toutes les méthodos se réfèrent à la même définition du scope. C'est une question. C'est des choses qui peuvent un petit peu varier. Voilà. Encore une fois, c'est des choses qui évoluent. Je crois que le BGS, c'est 6 catégories. Mais la méthodologie carbone, quand on utilise la méthodologie carbone et le tableau Excel, la grosse machine Excel de la méthodologie carbone, vous avez un tableau convertisseur pour les différentes demandes. En fait, j'ai un onglet, voilà, j'ai mon chiffre bilan carbone. Et puis, je vais avoir un onglet BGS et un onglet GHG protocole et un onglet ISO. Et en fait, ça va se retranscrire en fonction des catégories parce que les catégories peuvent, comme je vous dis, fluctuer. Il y en a qui vont prendre certains gaz à effet de serre et d'autres non. Il y en a qui vont prendre... Enfin, voilà, c'est comme ça. Tout à l'heure, c'était simple. Hein. Il va falloir... Bon, il faut qu'on avance. Pardon. Oui, pardon. De toute façon, moi, je suis à la fin. Je termine rapidement. Donc, une fois qu'on a cette comptabilisation qui a été faite, et on a nos 10 tonnes, 15 tonnes, 1 million de tonnes pour certaines sociétés industrielles. Donc là, on est quand même sur en général pour un organisme de formation sur en fait, voilà, peu importe, j'ai envie de dire, hein, c'est une photographie des gaz à effet de serre que vous générez. Vous travaillez collectivement à réfléchir à quelles sont les grosses catégories sur lesquelles vous émettez le plus. Et charge à vous, votre équipe, le coordinateur qui de la démarche bas carbone, de réfléchir tous ensemble. Hein, encore une fois, on revient sur la mobilisation des parties prenantes qui est vraiment indispensable. Hein, ça peut être vos salariés, mais aussi vos parties prenantes externes, de se dire comment je peux agir sur mes déplacements, par exemple, réduire mes déplacements, trouver mes lieux de formation près de transports en commun, sur des horaires qui peuvent correspondre à des trajets, hein, passer sur peut-être un fournisseur d'électricité verte, etc. Toujours avec le prisme, d'abord j'évite, ensuite je réduis, et vraiment, une fois que j'ai fait vraiment ça jusqu'au maximum au maximum, demain, on pourra peut-être penser à compenser. Alors, clairement, j'y suis pas vraiment favorable parce que quand on décide de construire un bâtiment sur une zone humide et qu'on assèche cette zone humide, la nature elle a mis des millénaires pour construire cette zone humide. Je vois pas comment on peut compenser la perte de biodiversité que ça peut induire. Donc l'idée vraiment, c'est d'éviter de réduire un maximum et d'avoir des actions court terme, moyen terme, long terme en fonction des investissements et de la rapidité, de la facilité pour mettre ça en place. Voilà. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Je vais rester vigilante sur le chat pour pouvoir peut-être y répondre. Muriel, je te repasse la main. Ouais. On est consciente que ça va perturber un petit peu et évoquer des questions. Donc, notamment là, on a voulu à nouveau simplifier. Dans le secteur de la formation, en fait, on peut quand même réduire un petit peu le champ des impacts. Hein. On ne produit pas beaucoup d'émissions par la fabrication de tôle ondulée. Donc on est nous sur la question des transports, donc les transports
des salariés, transport des formateurs qui soient des formateurs salariés ou des sous-traitants, parce que peut-être que dans vos OF, vous avez une majorité de sous-traitants, ça dépend comment vous êtes organisé. Et il faut penser au transport des apprenants. C'est hyper important de ne pas oublier cette question du transport des apprenants. Ensuite, on est sur la question des énergies dans les bâtiments, hein, que ce soit pour le chauffage ou la clim. Tout à l'heure, je préparais un webinaire avec une collègue qui me dit qu'elle a mis en place un système de gestion de la clim à distance par les formateurs qui utilisent les locaux, et ça lui a permis de faire des gains d'électricité, donc parce qu'elle est au sud et que si elle met la clim à certaines heures, ben, ça marche mieux, ça consomme moins, etc. Donc en fait, voilà, ça c'est un poste très important. Et puis il y a les bonnes pratiques. Là pour le coup, on est moins sur le matériel, mais plus sur la posture, à la fois la posture du formateur et de la formatrice, et la posture des apprenants, c'est-à-dire quels sont leurs mode presque j'allais dire mode de vie, quoi, hein. Et on a des des gestes qui sont beaucoup plus économes en énergie et beaucoup moins polluants que d'autres, et donc notamment dans des sections très techniques comme l'hôtellerie-restauration ou la santé sociale ou l'agro. D'accord. Donc on va regarder votre bilan de gaz à effet de serre sur tout le cycle de vie de vos formations. C'est ce qu'on fera la prochaine fois sur le webinaire sur l'éco-conception. Voilà. Où on regardera ces différents postes. Simplement, moi, je termine en vous rappelant qu'il y a un plan national pour les achats durables qui est mis en œuvre à partir du 1er janvier 2025 de façon obligatoire sur tous les marchés publics, sauf que les marchés publics ont déjà appliqué ce PNAD qui va vous demander, qui va introduire systématiquement dans tous les marchés des clauses environnementales et seulement sur 30% des marchés des clauses sociales. Alors, en matière sociale, j'ai vu une clause sur taux de formation de personnes en situation de handicap. Voilà, ça c'est une clause sociale, je l'ai vue. Et sur les clauses environnementales, je le détaille dans le webinaire, mais on n'est pas là. Dans le PPT, mais là j'ai plus le temps, donc je vous envoie ça et puis vous nous poserez des questions quand vous voudrez ou la prochaine fois. Je vous présente Laurent, Laurent Dedieu, qui est le patron de My Training Box, qui va vous parler de son OF et de sa vision. Merci Muriel. Bonjour, donc je suis Laurent Dedieu, je suis directeur développement et un des cofondateurs de My Training Box, et je suis ingénieur pédagogique digital depuis plus de 20 ans maintenant. Ça commence à faire longtemps. En fait, j'ai toujours travaillé dans le milieu de la formation et plutôt dans la formation à distance, et j'ai toujours pensé que c'était mieux d'un point de vue environnemental de faire de la formation à distance que de la formation en présentiel, parce que moins de déplacements, moins de transport, moins d'énergie effectivement dans les salles de formation, on n'imprimait pas de papier, c'était super. Et puis un jour, on m'a parlé de numérique responsable. Et je me suis intéressé au numérique responsable parce qu'on venait de monter My Training Box. My Training Box, c'est une EdTech qui développe des ressources numériques et qui a développé une plateforme qui s'appelle My Green Training Box. C'est une plateforme et une appli que vous pouvez télécharger dans les stores, c'est complètement gratuit. Et c'est une plateforme qui diffuse des formations numériques sur le développement durable dans plusieurs secteurs, agriculture, construction, RSE. Par rapport aux questions dont parlait Célia, par exemple, vous avez une formation sur les fondamentaux du changement climatique en accès libre qui a été financée par Opco EP, qui est sur notre plateforme, par exemple. Et donc, avec My Green Training Box, on s'est intéressé au numérique responsable et on a cherché, parce qu'on a aussi des scientifiques dans l'équipe, on a cherché des études un petit peu sur les impacts
de la formation numérique. Parce que c'est super de penser que le numérique, que la formation numérique, c'est mieux que la formation présentielle, mais encore faut-il en être assuré, surtout si on répond par exemple à des appels à projets, etc., des choses comme ça. C'est pas tout de clamer au effort, il faut en être sûr. On n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé d'études, on n'a pas trouvé de sciences, on n'a pas trouvé de littérature. Donc on a fait, nous, dans le cadre d'un projet européen, notre propre étude. Alors on l'a fait avec nos moyens, hein, donc c'est pas une étude énorme, mais en tout cas, on a réfléchi aux impacts de la formation numérique et on a comparé 1 heure de présentiel, 1 heure de formation synchrone en utilisant un outil de visio et 1 heure de formation asynchrone en utilisant une plateforme. Bon, je pourrais vous mettre le lien, il y a le livre blanc qui est sorti, qui fait plus de 100 pages avec cette étude, les tenants, les aboutissants, qui est super intéressant. En tout cas, oui, en effet, le présentiel, ça a plus d'impact que la formation numérique. Néanmoins, la formation numérique, donc là, il y a peut-être des organismes de formation, etc., qui se disent, bon, ben super, je vais faire du numérique plutôt, alors du coup, d'un point de vue impact, ça va être plus sobre. Mais en fait, pas vraiment, parce que le numérique a un impact qui est de plus en plus important. Aujourd'hui, le numérique, à l'échelle mondiale, hein, c'est plus d'impact que l'aviation civile. Et on table, ça c'est les sources ADEME, on table vers un secteur qui va avoir plus d'impact que les transports d'ici 2030. Donc le numérique a un impact et la formation numérique a un rôle à jouer là-dedans pour réduire cet impact. Et donc nous, chez My Green Training Box, on a essayé, dès notre démarrage, hein, on est une jeune start-up qui a été montée par de vieux start-upers, mais dès notre démarrage en 2020, on a essayé justement de réfléchir à cet impact et comment le réduire. On a rejoint l'INR, qui est l'Institut du numérique responsable. On s'est formé au numérique responsable et surtout, on a mis en place des actions. On a été aidé par plusieurs partenaires, dont l'ADEME, pour justement auditer nos pratiques, comprendre nos pratiques, comment les améliorer. Et aujourd'hui, je vais vous éviter tout l'historique, mais on pourra en reparler. Aujourd'hui, concrètement, nous sommes certifiés. Nous avons la labellisation numérique responsable de niveau 2, qui est, à ma connaissance, je crois, la plus haute certification numérique responsable au national. C'est un référentiel qui a été construit par l'INR, le ministère de l'écologie et l'ADEME. Et pour arriver à cette certification, on a mis en place donc des pratiques en interne pour réduire justement nos impacts. On a sorti en janvier la nouvelle version de notre plateforme, qui a été complètement développée dans une démarche d'éco-conception. Comment on fait pour développer une plateforme dans une démarche d'éco-conception? Alors déjà, il y a un travail d'informaticien, là c'est pas moi qui vais vous en parler, mais globalement, on allège le code pour qu'il y ait moins de requêtes. On va travailler aussi sur l'accessibilité de l'outil pour les personnes en situation de handicap. On va travailler aussi sur l'hébergement de cette plateforme. Où est-ce qu'on va l'héberger? Et nous, on a fait le choix pour notre plateforme, mais aussi pour l'ensemble de l'entreprise, d'une solution d'hébergement qui est responsable et qui offre de vraies garanties en termes de solutions, par exemple de réduction d'énergie, des serveurs, d'utiliser des ressources d'origine renouvelable, etc. Donc notre plateforme, toutes nos ressources et aujourd'hui tous nos outils, que ce soit de visioconférence, de chat, de drive, etc., sont sur cet outil. Mais on a aussi énormément travaillé sur l'impact de ce qu'on produit en termes de ressources pédagogiques. Parce que la plateforme, c'est super, mais en fait, la plateforme, au final, c'est pas ça qui est le plus impactant. Ce qui est super impactant, c'est les ressources numériques que vous allez mettre dedans et que vous allez produire. Donc, nous, on a travaillé, on est sur nos formations, c'est des capsules, hein, c'est court, c'est du micro-learning. Donc, une formation, ça va être 10 modules qui vont se dupliquer au format vidéo, podcast et texte. C'est le même contenu,
avec 3 modalités différentes pour des raisons d'accessibilité, pour des raisons pédagogiques aussi. Il y a des pédagogues dans la salle et on sait que selon les personnes, on va apprendre plus facilement. Par exemple, on a les étudiants d'Agro Bordeaux, ils adorent nos podcasts, ils font la gym, ils apprennent la réglementation sur le biocontrôle en même temps. Les enseignants, ils adorent nos PDF, ils aiment bien les imprimer et construire leurs cours avec. Et globalement, quand même, nos utilisateurs préfèrent la vidéo. Mais en tout cas, ces ressources-là, elles ont un impact et on a travaillé à réduire la taille de ces vidéos-là, à réduire la quantité de streaming et par exemple, on a arrêté ou on a vraiment réduit beaucoup la captation vidéo. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur de l'animation, sur du motion design, plutôt que faire de la captation. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la captation vidéo, alors je mets de côté on pourra en parler, ça pourrait être un autre webinaire, la qualité pédagogique de la captation vidéo, mais là je vais parler que de l'impact. Mais en tout cas, une captation vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire des déplacements pour organiser la captation. Ça veut dire que on va filmer souvent sur un format d'un point de vue qualité, on va être sur du 4K. Aujourd'hui, on est en train de passer sur du 8K. Donc c'est des ressources vidéo qui sont très lourdes, qui prennent beaucoup de place sur vos serveurs et qui consomment beaucoup d'énergie quand vous faites du streaming. C'est des ressources aussi, on se rend compte, par exemple, quand on fait des interviews, vous voyez là, par exemple, on filme le webinaire, donc il va y avoir un replay vidéo de ce webinaire. C'est des ressources qui peuvent être longues. C'est très long d'avoir 1 heure de streaming, et si en plus on est sur une haute qualité, une haute définition, etc., parce qu'aujourd'hui on est très HD, il faut de la haute définition parce que ça claque, et on peut se poser la question d'ailleurs de l'utilité de la haute définition quand les contenus sont regardés sur des tablettes ou des téléphones qui, eux, en fait, sont incapables de restituer la qualité de ce que vous mettez. Nous, par exemple, aujourd'hui, nos vidéos, on les génère, on a réduit de moitié la définition pour générer nos vidéos, et franchement, je pense que personne voit la différence quand il regarde la vidéo, même sur un écran d'ordinateur. Donc on a vraiment travaillé sur l'impact de nos ressources, et tout ça nous a amené, alors j'ai participé au sondage, hein, j'ai répondu à toutes les questions. Alors nous, on n'a pas encore fait de bilan GES. On va faire un bilan GES, ça fait partie de notre feuille de route. Comme je vous ai dit, on est certifié. Donc être certifié, ça veut dire être audité. Il faut savoir que quand je parle d'éco-conception de la plateforme, ça aussi, ça a été audité par un organisme externe qui a audité notre plateforme avant et après sur un référentiel qui s'appelle le GR 491. C'est le référentiel de conception de ressources numériques de l'INR. Et en 1 an, on est passé d'un score de 48% à peu près 88%. Donc on a vraiment amélioré l'éco-conception de nos ressources. Et donc le bilan GES fait partie de notre feuille de route numérique responsable sur 3 ans. On est labellisé depuis juillet, donc ça va tirer jusqu'en 2027. Et la finalité, c'est d'aller vers ce bilan. Nous, tout ça, on le fait pas... donc moi je suis dirigeant, hein, quand on parlait qu'il faut effectivement amener la direction là-dedans, nous c'est clair qu'on l'impulse, on le fait parce qu'on a envie de le faire. On le fait parce que pour nous c'est important de le faire, il n'y a pas d'autre, ça aussi c'est un des avantages d'être de vieux start-upers, c'est qu'à un moment on peut choisir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas et ce qu'on ne veut plus faire. Et donc c'est important d'initier tout ça, et donc je disais, j'ai participé au sondage en amont, et c'est vrai que je pense qu'il faut avoir envie de le faire, mais effectivement on s'y retrouve en termes d'image, on s'y retrouve en termes d'économie, parce qu'on parle de développement durable. Donc le développement durable, c'est quand même une harmonie entre les 3 piliers à minima du développement durable, et l'économie en fait partie. On est des chefs d'entreprise, il y a des emplois, il y a des apprenants, donc si on veut leur proposer de la qualité, il faut qu'on ait une rémunération, etc. Mais effectivement, cette démarche-là, moi souvent je participe à des tables rondes sur le numérique responsable, et souvent les acteurs expliquent que du coup c'est compliqué, ça coûte cher de faire du numérique responsable, etc. Mais au final on est gagnant. Effectivement, il y a un investissement en amont pour le mettre en place, mais aujourd'hui, nous, d'avoir réduit en fait, mais pas au détriment de la pédagogie, hein, d'avoir réduit la taille de nos vidéos, d'avoir travaillé sur notre nouvelle plateforme, etc., on travaille beaucoup plus vite, on est beaucoup plus efficace, et on est beaucoup plus efficace pédagogiquement aussi.
Donc en fait, on s'y retrouve à tous les points de vue. Et c'est vrai que quand j'ai répondu au sondage, je crois que j'ai tiqué à peu près toutes les cases, à part deux, je crois, celle de la loi et celle de l'obligation, parce que en tant qu'organisme de formation, et on est organisme de formation, et on est Calliope, et notre plateforme est Calliope, c'était important, même si elle est en accès libre, on avait envie de dire, ben voilà, on peut avoir un outil qui est en accès libre et qui est Calliope, mais on n'a pas d'obligation. On n'a pas d'obligation de le faire, mais c'est une démarche qui est vraiment importante sur tous les aspects. Et dans ce livre blanc, vous retrouverez, on a travaillé aussi sur le cycle de vie d'une formation numérique, et avec des exemples effectivement de pratiques qu'on peut mettre en place dans une école, dans un organisme de formation, pour réfléchir à la conception, pour réfléchir à l'utilisation des outils numériques en formation, en présentiel, en distanciel, mais aussi en présentiel, parce qu'on utilise des outils numériques aussi en présentiel. Et voilà, bon, je sais que le temps est compté, donc je vais vous renvoyer vers ces documents. On arrive à la fin. Merci beaucoup Laurent, parce que tu as introduit les 3 prochains webinaires, c'est nickel. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.